L'histoire commence au sein des terres interdites du Murim chinois, et domaine sacré de Madio de la montagne Shiwanda. Dans l'obscurité, on peut apercevoir un jeune adolescent courir à grande vitesse. Mais malheureusement, il s'est fait trébucher par une tige d'arbre. Il a senti qu'il ne peut plus bouger ses jambes. Mais des gens attirent son attention. Ce sont ses poursuivants, des assassins qui veulent sa vie. Alors, depuis le début, vous aviez déjà prévu tous mes mouvements. L'un des assassins le félicite. Ce n'était pas facile de courir pendant 1 heure pour arriver jusqu'ici. Un autre pense qu'il était sur le point de s'endormir après toute cette attente. Cependant, notre protagoniste se demande ce qu'il doit faire dans ce genre de situation. Il n'a plus assez de force pour s'enfuir. Il s'exclame qu'il a abandonné l'idée de s'inscrire à l'académie. Qu'attendent-ils de lui? Pourquoi ils veulent le tuer? L'assassin lui répond que ça importe peu. Qu'il ait fait une croix sur l'académie, ou encore qu'il n'ait aucun talent pour les arts martiaux, tant qu'il a le droit au trône, c'est le seul moyen. Laisse tomber. De toute façon, il n'y a aucune échappatoire. Bien qu'il possède du sang de paysanne dans ses veines, puisqu'il est de la lignée du Seigneur. Ils vont l'envoyer dans l'au-delà sans douleur. Du sang de paysanne. Comment ose-t-il déshonorer sa mère? Aucune chance que ces connards lui offrent une mort sans douleur. Il va mourir dans tous les cas. Alors autant qu'il parte, en se battant jusqu'à son dernier souffle, sa détermination a piqué la curiosité du chef des assassins. Il lui demande si le guerrier Zhang l'a appris quelques techniques. Non, en l'observant. Il semble qu'il ne peut pas adopter une vraie position de combat. Cependant, il semblerait qu'il ne puisse cacher sa lignée, même sans aucun entraînement ou technique. Il refuse d'abandonner. On dirait que ça va être une partie de chasse bien amusante. Le chef demande à ses subordonnés de tuer notre protagoniste. Il agite sa dague pour combattre ses ennemis, mais un assassin l'attaque à une grande vitesse. Il saisit sa main, ce qui lui a fait perdre l'équilibre de sa dague. Puis une autre main lui attrape par le cou en le demandant s'il a fini avec sa petite révolte, cependant derrière lui. Sous son vêtement se cachait une autre dague. Il l'attrape devant le regard choqué des assassins, puis le poignarde dans le cou. Ils étaient tous figés face à ce qu'ils voyaient. Leur camarade se fait tuer par un adolescent qui n'a jamais appris les arts martiaux. Notre protagoniste a été satisfait face à cette victoire. Quant aux assassins, il se demande comment un enfant, qui n'a jamais maîtrisé les arts martiaux, a pu tuer l'un de leurs membres. Est-ce que ces mouvements d'épée aléatoires n'étaient qu'un leurre pour nous faire baisser notre garde? Il a trouvé le moyen de recourir à une telle ruse dans une situation pareille. Et s'il avait vraiment maîtrisé les arts martiaux, l'un des assassins se met en position, puis s'élance en toute vitesse en direction de notre protagoniste, avant de l'asséner un violent coup de genou aux mâchoires. Tombé par terre, il cracha du sang. Son adversaire lui demande comment ose-t-il faire une chose pareille, alors qu'il était gentil avec lui. Dans l'instant suivant, notre protagoniste se fait transpercer par son ennemi. Il posa son pied sur sa blessure, en le demandant qu'est-ce que ça fait d'avoir un trou dans l'estomac face à ça. Notre protagoniste gisait de douleur, comme il le pensait. C'est impossible de les tromper 2 fois. Ce n'est pas grave. Il a au moins réussi à tuer l'un de ces connards. L'assassin enfonça son pied dans sa blessure. Il lui demande de mourir dans d'atroces souffrances. Ce n'est pas du tout de son goût, mais puisqu'il a tué l'un d'entre eux, il imagine qu'il n'y a pas d'autre choix, plongé dans ses pensées. Une lumière fait son apparition soudaine avant d'exploser le corps de l'un des assassins en action. Une présence se fait ressentir. Puis un pied s'est posé au sol. L'un des assassins remarque qu'il est derrière eux. Un homme d'une puissance écrasante venant du futur les observait. Mais attends, il n'a jamais vu ce genre de vêtements. Il s'approche de lui en le demandant de s'identifier. Mais d'un sourire confiant, un rayon lumineux est apparu, puis provoqua une autre mort d'explosion. Ils étaient tous perplexes face à ce qu'ils voyaient. Ils se demandent que s'est-il passé. A-t-il vraiment disparu en 1 seconde, ou serait-ce une technique de déplacement? Non, on dirait plutôt qu'il s'est rendu transparent tout d'un coup comme de l'eau. Un autre se fait tuer. Il se demande quelle est donc cette lumière. Se pourrait-il que ce soit le pouvoir d'un maître qui s'est élevé au plus haut sommet? Mais pourquoi un maître d'une telle supériorité irait défendre ce morveux? Il saisit fermement son épée et pense que notre protagoniste a déjà perdu beaucoup de sang. Dans tous,
Les cas c'en est fini pour lui. Sa mission a été remplie. Il doit battre en retraite. Malheureusement, une main remplie d'énergie se manifeste avant d'exploser le corps de son adversaire. Notre protagoniste a apprécié cela. Mais ses forces sont en train de le quitter peu à peu. La voix du garçon se fait entendre. On dirait que son ancêtre est de bonne humeur, bien qu'il soit entre la vie et la mort. Mais attends, il a bien dit ancêtre. C'est qui ? Que raconte-t-il après être apparu soudainement ? Sa vision se trouble. Il ne peut pas bien voir. Son corps entier est en train de se refroidir. Est-ce qu'il va mourir ? Le garçon répond qu'ils lui ont déjà trouvé. Il imagine qu'il n'y a pas le choix. Il prévoyait d'arriver plus tôt et de lui apprendre à s'en servir. Mais on dirait bien qu'il va devoir improviser. Il devrait se dépêcher puisqu'il est sur le point de mourir. Le garçon lui injecta quelque chose. Ça lui fait bizarre d'être celui qui le fait. Mais c'est quand même terminé. Il demande à son ancêtre, s'il vous plaît qu'il s'assure de réussir et de rendre la vie de ce descendant plus facile. Cette nanomachine est la toute dernière version. Ça devrait être assez facile de l'utiliser. Il faudra apprendre à s'en servir. Il lui souhaite bonne chance avant de disparaître. Notre protagoniste ne comprend pas ce que raconte le garçon. Puis, il entend une voix étrange dans sa tête. Numéro de série 034 45 32 58 93. Société Sky. Nanomachine de 7e génération. Démarrage de l'activation. Il y a longtemps, les combattants du Zongyang apprenaient les arts martiaux afin de se protéger contre leurs ennemis. D'abord de simples méthodes d'autodéfense. Les arts martiaux sont devenus une arme mortelle au fil du temps. Ils se sont développés, en mouvement, passant par des formes plus compliquées avec la méthode de respiration qui est la base de l'énergie interne. Les artistes martiaux ont transmis leurs connaissances et leur héritage aux futures générations, permettant ainsi aux arts martiaux de poursuivre leur transformation. C'est ainsi que les manuels secrets d'arts martiaux sont nés. Et ceux qui parvenaient à maîtriser les arts martiaux dépassent les êtres humains. Bientôt, on les appela les membres du Murim. Les combattants qui désiraient devenir les disciples des membres du Murim se sont rassemblés pour former des clans. Et chaque clan furent divisés entre les forces de la justice et celles du mal. Et dans ce fragile équilibre formé par ces deux forces, il y avait un autre groupe qui poursuivait une voie entièrement différente, recherchant seulement la force. Le monde les appelait le culte démoniaque. C'est l'histoire de Cheon Yo-woon, l'enfant illégitime du culte démoniaque qui devint le second Sheoma, surpassant le chef du culte. Notre protagoniste ouvert lentement ses yeux avant de sursauter dans son lit. Quoi ? Il est toujours en vie. Mais il est sûr que son estomac avait été transpercé par cette épée. Que s'est-il passé et pourquoi il est trempé ? Notre protagoniste sent quelque chose de nauséabond. Et sur son corps se trouvaient des traces noires collantes. Une voix se fait entendre. Elle demande à son maître s'il est réveillé. Le garçon était stupéfait. La voix lui demande à nouveau. Notre protagoniste lui demande qui est-il. Il n'y a personne ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? La voix lui demande de se calmer, de la télépathie. Non, ce n'est pas ça. Il en a déjà fait l'expérience et c'était clairement différent. On dirait que ça vient directement de sa tête. La voix le confirme. Le garçon lui crie de révéler son identité. La voix lui répond qu'elle se connecte et sert de noyau pour soutenir le cerveau de son maître. Elle est la nanomachine de 7e génération. De la société Sky. Il en a assez. Il demande à la voix de s'identifier à nouveau. Elle lui répond à nouveau qu'elle est une nanomachine de 7e génération. Nano. Machine. La voix lui répond que c'est exact. Elle est une nanomachine. Mais attends. Serait-elle en train de parler du dieu maléfique que vénère le culte démoniaque ? Le garçon se met par terre et lui demande si elle est vraiment un dieu maléfique de l'extérieur. Un homme s'adresse à Dr Bayek. Le docteur lui demande si c'était une tentative d'assassinat. L'homme le confirme. Bien qu'il était méprisé et déjà tenté d'être assassiné à plusieurs reprises. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi direct, comme hier, allant même jusqu'à essayer de l'éloigner. Le docteur lui répond qu'ils ont détourné son attention alors qu'il est un expert de première classe. Il n'y a que le clan des enfers pour faire des choses pareilles. C'est un miracle que Prince Cheon ait pu s'en sortir en vie.
Le jeune homme pense que quelqu'un l'a aidé, mais il ne sait pas qui. Le docteur lui demande s'il n'a pas la moindre idée en se basant sur les traces. Eh bien, la scène à laquelle il a assisté hier était terrible. Sur le sol foie, gisaient les cadavres des hommes du clan des Enfers sans leur partie supérieure. Seul l'un d'entre eux était encore en un seul morceau. Mais la dague qu'il avait offerte à Prince Sheon était plantée dans sa tête. C'est à ce moment qu'il a entendu quelqu'un respirer. Pas loin de là. Dans une mare de sang se trouvait Sheon Yo-woon. Il a tout de suite pu reconnaître le prince Sheon, mais le docteur lui coupe la parole. Il n'avait aucune blessure sur son corps. Le jeune homme le confirme. Il avait la respiration stable d'une personne endormie. Ses vêtements avaient clairement été déchirés par une épée, mais pas la moindre égratignure sur son corps, qui aurait pu l'aider. Aucune chance que le seigneur du culte se mêle d'un tel combat. Le jeune homme est d'accord avec lui. Ça devient de plus en plus intéressant qu'il le conduise voir le prince Sheon, à l'intérieur. Notre protagoniste demande à Nano si c'est elle qui l'a sauvé. Nano lui répond qu'elle n'est pas celui qui l'a sauvé des ennemis. Cependant, elle est celle qui a mis son corps mourant, en mode d'autorégénération. Notre protagoniste lui demande que veut-elle dire par mode d'autorégénération. Elle va envoyer des informations de base au cerveau de son maître, et aussi pourquoi l'appelle-t-elle maître. Elle recherche du terme approprié pour cette époque et cette culture. Elle répond à son maître qu'elle n'est pas le dieu maléfique dont il parle. Notre protagoniste remarque que son ton a soudainement changé. Si elle n'est pas le dieu maléfique, alors elle essaie d'envoyer les informations de base et le manuel lui concernant à son cerveau. Elle demande à son maître s'il accepte le transfert. Il le confirme. Les informations sont immédiatement transmises au cerveau de notre protagoniste comme un éclair. Cette sensation inhabituelle était trop nauséabonde pour le garçon. Nano lui informe que c'est une réaction naturelle lorsqu'il reçoit des informations dans son cerveau pour la première fois. Il ne se sentira pas étourdi ou nauséeux à partir de la seconde fois. Il a le tournis. Que se passe-t-il ? Il appelle Nano en le demandant s'il est vrai qu'il a maintenant des milliers de nanomachines intégrées dans son corps. Elle lui répond que c'est exact. Pour être plus précis, 6 milliards 4 104 22 millions 40 000 nanomachines ont maintenant été placées dans son corps. Il ne comprend pas. Ce n'était ni un humain, ni un dieu. S'il le souhaite, peut-elle sortir de son corps ? Comme il l'a vu dans les informations envoyées, elle est programmée pour n'être extrait de son corps qu'à sa mort. Ses soi-disant demi-frères. Ils sont désespérés de le tuer, alors qu'il n'a aucune force. Et maintenant, il y a une sorte de nanomachine inconnue dans son corps. Pourquoi cela lui arrive-t-il ? Mais alors qu'il l'a inséré dans son corps, un homme toque à la porte. Il informe le prince que le docteur Bayek est là. Sursauté, il demande à Nano de rester silencieuse. Ils vont penser qu'il est fou s'ils l'entendent parler tout seul. Nano lui informe qu'elle peut lire ses pensées pour communiquer. Notre protagoniste a compris. Il lui demande de ne pas faire de bruit. Elle active temporairement le mode silencieux. Le prince semble être endormi. Donc, il ne devrait pas faire de bruit. Un petit hurlement se fait entendre. Puis le guerrier Zhang se précipite pour voir s'il est réveillé. Mais on dirait que son corps dégage une odeur terrifiante. Le docteur s'adresse à Prince Sheon. Il pense qu'ils se sont déjà rencontrés. Le garçon le confirme. Il n'a pas oublié le docteur qui était venu le voir lors de la maladie de sa mère. Il va sentir le pouls de notre protagoniste. Il veut voir sa main, ce qu'il a vu la choquer. C'est très étrange. Le guerrier Zhang s'est précipité pour savoir ce qu'il veut dire. Est-ce que quelque chose de terrible est arrivé au prince ? C'est tout le contraire. Ce pourrait être une rare opportunité pour le prince Sheon. Que veut-il dire ? Son corps tout entier a été purifié de ses impuretés, et ses 8 méridiens ont été activés. Aurait-il pris une sorte de médicament spécial ? Notre protagoniste lui demande de l'excuser. Il n'est pas sûr de comprendre. Le docteur lui répond qu'il a maintenant le corps parfait pour s'entraîner aux arts martiaux. Alors, ces traces noires collantes sont les impuretés exclues de son corps. Il demande à Nano si c'est elle qui l'a fait. Elle désactive le mode silencieux pour lui répondre.
que les nanomachines placées tout au long de son corps ont rejeté les déchets et elles ont également remodelé ses vaisseaux sanguins, articulations et muscles pour optimiser la structure de son corps. Qui est-elle vraiment ? Est-ce qu'elle est sûre qu'elle n'est pas un dieu maléfique ? Elle répond à son maître qu'elle n'est pas un dieu maléfique. Bien que le culte démoniaque soit constitué de nombreux clans et familles, seuls 6 d'entre eux font partie des clans principaux. Ce sont le clan des ténèbres, le clan de l'épée, le clan des enfers, le clan du poison, le clan de la lame, ainsi que le clan du son. Le chef du culte a fait serment d'épouser une femme de chacun des 6 clans pour donner naissance à ses descendants. Ces derniers furent élevés dans leurs clans respectifs et obtiennent le titre de candidat au trône. Et lorsqu'ils atteignent un certain âge, ils sont admis à l'Académie démoniaque. L'Académie démoniaque ouvre tous les 10 ans. Elle est dirigée par les plus grands experts du clan et a été fondée pour entraîner les nouveaux guerriers afin de leur permettre d'atteindre leur potentiel maximal. Mais il y a toujours eu une période de compétition plus intense que d'ordinaire à chaque fois que les princes des 6 clans intègrent l'Académie. Cette période est qualifiée de bataille des héritiers par les membres du culte. Est-ce qu'elle est sûre qu'elle n'est pas un dieu maléfique ? Elle répond à son maître qu'elle n'est pas un dieu maléfique, mais une machine, plongée dans sa conversation. Il remarque que le docteur l'observe. Le docteur Bayek fait partie du clan du poison. Il doit cacher le fait qu'il a une nanomachine dans son corps. Nano répond à son maître que la technologie de cette époque ne sera pas capable de détecter sa présence. Le docteur était troublé par le fait que quelqu'un l'a aidé. Il semble que son corps va très bien, mais il va le prescrire un tonique qui l'aidera à récupérer son énergie. Le garde Zhang était ravi d'entendre cette nouvelle. Il remercia le docteur et souhaite l'accompagner à la sortie. Le docteur n'a pas besoin de se faire accompagner. Il veut qu'il reste pour s'occuper du prince. C'est vraiment étrange. Il ne comprend pas comment une personne peut-elle changer aussi rapidement. Il n'y a pas longtemps, il était sûr qu'il se ferait expulser de la compétition à cause de son corps faible et de son absence de connaissances en arts martiaux. Mais à présent, il semble pouvoir faire face aux 6 autres princes bien qu'il soit illégitime. Il demeure malgré tout un fils du Seigneur. Aurait-il prétendu ignorer son fils alors qu'il a un intérêt pour lui ? Même si le Seigneur l'a aidé, il devrait garder le secret. L'Académie démoniaque, qui est sur le point d'ouvrir, va être intéressante, notre protagoniste. Ne pense pas qu'il ait remarqué Nano. En y repensant, c'est entièrement grâce au garde Zhang qu'il est toujours en vie, bien que Nano l'ait soigné. Si Zhang n'était pas arrivé à temps, il se lève, pour lui remercier de l'avoir sauvé. À peine commencé que le garde Zhang l'empêche de terminer sa phrase. Il répond au prince qu'il est désolé, mais il pense qu'il devrait d'abord se laver. Oui, il comprend. Il va le faire. Au milieu de son petit bain, il demande à Nano de l'expliquer le mode d'autorégénération. Elle lui répond que toute blessure interne ou externe causée par une arme tranchante peut être soignée rapidement. Cependant, la perte de sang ou la décapitation peuvent prendre plus de temps, car elle entraîne une division cellulaire. Notre protagoniste voit qu'elle n'arrête pas d'utiliser des termes difficiles à comprendre. Ça devrait aller s'il tente le coup. Il fait une petite coupure dans la paume de sa main. Même si la douleur était insupportable. Nano a quand même activé le mode d'autorégénération sur la paume de sa main après quelques secondes. La blessure sur sa main se met à guérir avec une vitesse incroyable, jusqu'à ce qu'il ne voit aucun saignement, bien qu'il vienne de le voir de ses propres yeux. Il a du mal à y croire. Mais maintenant, il sait que ça fonctionne. À propos des informations qu'elle lui a transférées plus tôt. Peut-il vraiment utiliser toutes ces fonctions ? Nano lui répond qu'il peut utiliser tous ceux qui lui a été montrés, puisque c'est comme ça. Il va falloir qu'il essaie quelque chose dès qu'il aura fini de se laver. Mais attends, ça n'a aucun sens. Pourquoi son corps est soudainement devenu ferme et musclé ? Est-ce l'œuvre de Nano ? Elle le confirme. Elle a reconstruit son corps. Une servante fait son entrée dans la salle de bain, ce qui a un peu détourné l'attention du garçon. Elle est venue lui vêtir, le garçon a acquiescé. Nano lui informe que, bien qu'il soit scientifiquement impossible de créer quelque chose à partir de rien, il n'est pas difficile de reconstruire une partie de son corps et de ses muscles qui sont déjà présents. Il lui demande de le parler en français. En l'écoutant,
Il a l'impression que tout ce qu'il a appris est inutile. Et aussi, son nom est trop long. Au lieu de dire nanomachine, il va juste l'appeler Nano. Elle enregistre le nom Nano. Le garçon lui comprend. Elle ne rigole jamais. Maintenant, il est dans son bureau. Que doit-il faire ? Nano lui suggère de prendre un livre, de le regarder tout en feuilletant chaque page. Et c'est tout. Elle le confirme. Les seuls livres ici qui concernent les arts martiaux parlent de ki et de méridien. Les 3 jaïsim est une méthode de respiration créée pour entraîner le corps et l'esprit. Mais même en pratiquant une vie entière, il est difficile d'atteindre le niveau suprême dans ce cas. Il devrait plutôt choisir un livre sur les méridiens. Il informe Nano qu'il commence le feuilletage du livre. Il passa les pages une après une jusqu'à ce qu'il termine de le feuilleter. Nano lui informe qu'il a scanné le passage du sang avec succès. Tentative de transfert de l'information au cerveau de l'utilisateur. Accepte-t-il le transfert ? Elle veut dire qu'elle a copié toutes les informations du livre. Nano lui répond que c'est correct. Accepte-t-il le transfert ? Il accepte. Cette sensation de douleur insupportable lui est revenue à nouveau. Le transfert d'informations est terminé. Il est à bout de souffle et est vraiment épuisé. Nano lui informe qu'il finira par s'habituer. Est-ce qu'elle s'inquiète pour lui ? Nano lui répond qu'elle énonce juste un fait. Notre protagoniste lui traite de salaud. On dirait bien qu'elle ne ressent aucune émotion. Et maintenant, que doit-il faire ? S'il souhaite utiliser les connaissances acquises, il doit y penser pour les recevoir. Le garçon pense aux méridiens. Les méridiens jouent un rôle important pour le flux sanguin dans les veines et les artères du corps et sont également appelés points de pression. Il y a 2 types de méridiens, ceux qui peuvent immobiliser et ceux qui peuvent tuer. Si une pression est exercée sur un point d'immobilisation, le corps de la victime sera paralysé. Nous l'appelons donc également point de paralysie. Le garçon pense que c'est incroyable. C'est de la triche. Ce n'est pas qu'une simple mémorisation. Il peut parfaitement comprendre le contenu. Nano lui a transféré les informations après avoir corrigé les erreurs du livre. Le garçon ne savait pas qu'il y a des choses fausses à partir des informations déjà sauvegardées dans le programme. Elle a corrigé des erreurs sur les méridiens. Mon Dieu, avec une telle capacité. Il pourrait apprendre et maîtriser les arts martiaux plus rapidement que n'importe qui. Celui-ci laissa place avec un sourire malicieux. Les candidats des Cyclans ont maîtrisé de nombreuses techniques de combat depuis leur plus tendre enfance. Et même après avoir observé ces connards, il n'a toujours pas pu maîtriser la méthode des 3 jaïsim. Il a entendu dire qu'il y a des tonnes de livres dans l'académie démoniaque. Non seulement ceux du clan, mais aussi ceux qui ont été volés aux forces de la justice et du mal. Avec cette capacité, il va devenir plus fort que n'importe qui et survivre dans cette académie, ce sera son but à présent. Chambre du candidat héritier, château sud du clan démoniaque, clan des enfers. Un homme dit qu'il les a envoyés pour se débarrasser d'un garçon, et tous les 5 sont morts. Pense-t-il qu'il va croire ça ? L'assassin répond au prince. Mukium, qu'il pense qu'un épéiste expert inconnu, l'a aidé en secret. Le prince lui crie dessus, qu'il a permis de prononcer son nom. L'assassin répond qu'il est désolé. Il pensait qu'un bâtard de sang impur comme lui serait facile à tuer, mais on dirait qu'il avait une carte cachée. Il a même essayé de se débarrasser de ce garde. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui le protège. Il ne comptait pas se salir les mains. Mais il n'a plus le choix à présent. Il va devoir tuer ce Shon Yo-hoon lui-même à l'académie démoniaque. Le soleil se lève à l'est et commence par éclairer le manoir de notre protagoniste. Il n'a pas pu dormir de la nuit, car il était trop nerveux. Il se lève et ouvre les fenêtres de sa chambre afin de contempler l'odeur du matin. Aujourd'hui est le jour où il va rejoindre l'académie. Mais l'entraînement du garde Zhang attire son attention. Les mouvements qui forment une parfaite combinaison. Notre protagoniste se demande si ça n'aurait pas été mieux s'il avait appris la technique de la dague du garde Zhang. S'il avait fait ça, les 6 clans qui le surveillent ne l'auraient jamais laissé en paix, après le décès de sa mère. Il a prêté serment de ne jamais apprendre les arts martiaux jusqu'à son admission à l'académie. Nano lui interpella. Elle demande à son maître s'il aimerait qu'elle scanne les mouvements du garde Zhang. Notre protagoniste était stupéfait. Il demande à Nano si elle peut scanner les mouvements d'autres personnes, elle le confirme. Alors cela signifie-t-il qu'elle peut scanner l'entraînement du garde Zhang et le transférer dans sa tête ?
Nano lui répond que c'est possible. Son programme dispose aussi de données à propos de techniques d'arts martiaux diverses qu'elle peut lui transférer. Elle peut même lui transférer dès maintenant. Est-ce qu'il peut se permettre de voler les techniques du garde Zhang sans sa permission? Non, à midi, il va devoir partir à l'académie sans garde. Il n'a pas de temps de réfléchir. S'il veut se défendre, il doit le faire. Il demande à Nano de lancer le scan. Les mouvements se font copier, passant par la deuxième formation. Nano lui informe que la durée du scan a été à peu près 30 minutes. Le scan de l'ensemble des mouvements est terminé. Démarrage du transfert au cerveau de l'utilisateur. Elle lui informe que le transfert est terminé. Notre protagoniste pense que c'était supportable comparé à hier. La disparition de la douleur laissa place avec un sourire radieux. Il se précipite pour trouver une dague. Il a l'impression qu'il peut aussi utiliser la technique du garde Zhang en observant la fenêtre. Il pense qu'il doit faire attention à ce que le garde gang ne le remarque pas. Par conséquent, mieux vaut la fermer. Seul à l'intérieur. Il ferme les yeux pour mieux se concentrer. Une fois la concentration terminée, il ouvre les yeux avant de s'élancer. Il effectue les mouvements de manière cohérente. C'est exactement comme les 20 ans d'entraînement du garde Zhang. S'entraîner tous les jours permet d'ajuster les postures et d'apprendre naturellement avec son propre corps. Mais cette capacité permet de totalement sauter toutes ces étapes. Nano lui informe que ses muscles ont été endommagés, car ceux qui ont été mobilisés pendant l'entraînement n'ont pas encore été développés. Le garçon se demande s'il a aussi besoin d'un transfert de muscles. Notre protagoniste était furieux face au transfert des muscles. Il ressent une horrible douleur dans tout son corps. Il demande à Nano ce qu'il a. Nano lui répond qu'après un entraînement intensif, le corps forme des muscles adaptés aux mouvements exécutés. Mais son corps n'a pas encore probablement développé ces muscles. Ils vont donc être endommagés. Le garçon peut comprendre un peu mieux grâce au transfert de connaissances qu'elle a effectué. Mais peut-elle l'expliquer un peu plus simplement? Elle traduit le langage pour s'adapter au niveau de l'utilisateur. Il ne comprend pas, mais on dirait qu'il se sent insulté. Elle lui informe que la traduction est terminée. Il n'a pas pratiqué les arts martiaux du garde Zhang pendant une longue période. Donc, bien que les techniques aient été transférées à son cerveau, son corps n'y est toujours pas adapté. Une fois qu'il sera totalement habitué au mouvement par simulation, elle doit transmettre l'information aux muscles afin qu'ils puissent effectuer les mouvements à 100%. Il pense que c'est un peu plus facile que tout à l'heure, mais ça reste dur à comprendre. Elle lui demande s'il souhaite ajuster le niveau de langage au plus bas niveau. Donc, s'il reçoit ce transfert de muscles, il ne souffrira plus comme ça. Elle lui répond que c'est exact. Souhaite-t-il commencer le transfert? Ce dernier requiert l'utilisation de l'ensemble des nanomachines de son corps. Cela prendra 2 heures. Notre protagoniste pense qu'il n'y a aucun problème, puisqu'il a un peu de temps avant de se rendre à l'académie. Il pense qu'elle peut commencer le transfert. Elle lui informe que ce transfert est extrêmement douloureux. Donc, il va bientôt être mis sous anesthésie. Ça fait très mal. Ce transfert de muscles est déjà responsable d'un total de 1 350 000 pertes de connaissances. Doit-il tenter le coup? Elle lui demande s'il souhaite essayer sans anesthésie. S'il ne peut pas le supporter, pourra-t-elle changer vers un mode avec anesthésie? Elle le confirme et commence le démarrage du transfert. Le garçon pense qu'il était trop nerveux. Ça chatouille juste avant même de terminer. Une forte douleur le saisit et commence à craquer tout son corps. Nano l'a tout de suite mis sous anesthésie, avant de perdre connaissance sur son lit, dans la cuisine. Le garde Zhang prépare quelque chose à manger au prince. Il pense que c'est délicieux. C'est aussi bon que ce que font la plupart des maîtres. Devrait-il préparer quelque chose de spécial aujourd'hui? Il va faire un assortiment des plats favoris du prince. Ça fait déjà 5 ans qu'il a appris à cuisiner pour lui. Au début, il n'était même pas un bon cuisinier. Mais avant de mourir, la mère de Cheon Yo-woon lui a demandé de prendre soin de son fils. Ça fait déjà 5 ans que Dame Hua a péri après avoir mangé de la nourriture contenant du poison. Le jeune prince Cheon va maintenant entrer à l'académie aujourd'hui. Dame Hua, s'il vous plaît, protégez-le depuis les cieux afin qu'il puisse survivre et qu'il puisse lui préparer un autre repas. Le cri de notre protagoniste lui fait sortir au plus profond de son être. Il s'est précipité.
afin de voir si le prince Cheon va bien. Il voit le prince allongé sur son lit. À en juger par son pouce, tout semble normal. Il ne comprend pas ce qui a bien pu lui arriver, mais quelque chose attire son attention. Ce sont les traces de pas de notre protagoniste. Prince Cheon a regardé son entraînement pendant 2 ans tout au plus. Il l'a observé s'entraîner pendant 2 ans, et a déjà rattrapé ses 20 ans d'entraînement. Une fois réveillé, Nano informe à notre protagoniste que le transfert des muscles a été complété. Elle désactive l'anesthésie. Il se lève et pense qu'il ne fera plus jamais ça. Elle répond à son maître qu'il l'avait pourtant prévenu. Mais pourquoi était-il allongé ? Peut être que Garde Jang est passé. Il saisit la dague et demande à Nano s'il n'aura plus mal en utilisant cette technique. Elle lui répond que grâce au transfert de muscles, il a maintenant les mêmes muscles que ceux qui ont pratiqué ces mouvements pendant 20 ans. Il se concentre afin d'effectuer à nouveau les mêmes mouvements, en y repensant. Ce sont les mêmes techniques qu'avant, mais bien plus précises et puissantes. La sensation de trancher à travers l'air est géniale. Puis, il termine la première formation. Et maintenant, il fait le premier pas dans la seconde formation. D'un simple pas, le sol fut fracassé. Et sur le sol, on peut apercevoir la trace de ses pieds. Bien qu'il n'ait pas utilisé de Negong, ça laisse quand même des traces. Le Negong fait référence à un ensemble de disciplines de type interne. Aurait-il déjà atteint le Weigong ? Ce dernier fait référence au style externe en arts martiaux. Si Garde Jang voit ça, il va flipper. Le bruit de la porte fait sursauter notre protagoniste. On lui informe que son petit déjeuner est prêt. Il essaie d'effacer la trace. Mais ça refuse de disparaître. Le Garde Jang fait son entrée. Notre protagoniste a placé une table au-dessus de la trace et répond qu'il a faim. Le Garde Jang lui demande pourquoi mange-t-il à l'intérieur alors qu'il a l'habitude de manger à la fenêtre. Notre protagoniste lui répond que, puisqu'il ne sera pas à la maison pendant un certain temps, il souhaite plutôt manger à l'intérieur. Il pense que le Garde Jang ne l'a pas remarqué. Du bok choy frit, du porc rôti, du riz avec un œuf par-dessus, c'est son plat préféré. Il voit que le Garde Jang fait attention à lui, puisqu'aujourd'hui est le jour de son admission à l'académie. Il pense que ça pourrait être le dernier petit déjeuner que Garde Jang lui prépare. Nano lui informe qu'un changement émotionnel soudain est en train de contribuer à une remontée d'acide dans son œsophage. Elle va stimuler son taux de sécrétion de salive. Par conséquent, il doit avaler la nourriture avec de la salive pour réduire l'acidité. Le garçon lui demande d'arrêter de dire des choses bizarres et de rester tranquille. Elle active temporairement le mode silencieux. Notre protagoniste pense que la nourriture est délicieuse. Il va tout manger jusqu'à la dernière miette. Le Garde Jang lui demande de manger lentement pour ne pas avoir une indigestion. Le garçon acquiesça. Il remercie le Garde Jang pour le repas. Mais le garde l'interpelle. Il lui demande quand a-t-il volé. De préférence, quand a-t-il appris sa technique de dague. Notre protagoniste lui demande de quoi il parle. Il enlève la table, et sur le sol, la trace du pied du garçon était visible. C'est une empreinte créée par le mouvement de transition vers la seconde formation de sa technique. C'est bien plus clair que ce qu'il a vu tout à l'heure. Comme il le pensait, ses yeux ne l'avaient pas fait défaut. Quant à notre protagoniste, il était dans un état de dépression. Voler les arts martiaux des autres est un tabou dans le Murim. Il a commis un crime en volant une technique grâce au pouvoir de Nano, même si Garde Jang vient de le haïr. Il n'a aucune excuse. Le Garde Jang lui donne du réconfort. Il pense qu'il a bien fait. Notre protagoniste ne comprend pas. Qu'est-ce que ça peut faire s'il apprend en secret ? Il est son garde. Sans le serment des Cyclans, il lui aurait déjà appris cette technique. Les mots du Garde Jang commencent à faire couler des larmes de ses yeux. Le garde lui tend quelque chose. Il lui demande ce que c'est. Il lui répond que c'est une méthode d'extension d'énergie pour le Negong de la technique de la dague. Le garçon lui demande pourquoi lui donner quelque chose comme ça. Il lui répond qu'il voudrait lui donner des astuces pour apprendre le Negong. Mais il y aura bien plus de choses à l'académie, bien meilleures que tout ce qu'il pourrait lui donner. Il lui demande d'apprendre celle-ci. Face à ça, notre protagoniste ne pouvait pas contenir ses larmes. Lors du décès de sa mère, il a promis à Garde Jang qu'il ne pleurera plus jamais. Ça fait 5 ans que Dame Hua les a quittés. Depuis ce temps,
Prince Sheon a pris son mal en patience et a survécu jusqu'ici, mais c'est toujours un garçon qui a besoin de l'affection de ses parents. Cependant, le garde Jang ne pourra plus être à ses côtés. Une fois qu'il sera admis, il lui demande de pleurer pour aujourd'hui. Mais il doit devenir plus fort à partir de maintenant. Notre protagoniste le remercie au plus profond de son cœur. Il essuie ses larmes et pense qu'il ne doit plus avoir peur d'hésiter, bien que mère ne soit plus là. Il a toujours un endroit où aller, au sein de l'académie. Les participants de chaque clan furent rassemblés. Un jeune homme pense qu'il est devenu nerveux puisqu'il est à l'académie. Son ami lui répond qu'il ne doit pas faire de vagues en tant que membre des petits clans, vu que c'est une compétition entre les candidats héritiers, un homme fait son entrée. Il pense que les participants ont l'air excités. Cette fois-ci, les candidats ont tous l'air de bras cassés. Il les qualifie de petites choses stupides. Il s'adresse à la foule, en leur demandant s'ils sont venus ici sans craindre que cet endroit puisse être leur tombeau. Cette personne est le gardien de l'Ouest, le roi du feu. Il répond au nom de Lee Wamyung. Quant aux participants, il essaie de le décrire. Un participant exclame que cette chevelure rousse est le gardien de l'Ouest. Un autre demande s'il ne fait pas partie du top 10 du culte démoniaque. Un autre demande si ce n'était pas plutôt le top 5 en y observant. Il remarque que les enfants, au premier rang, possèdent un qui très fort. Ce sont donc les princes des 6 clans. Le premier prince fait partie du clan des ténèbres. Il répond au nom de Cheon Muyong. Le deuxième fait partie du clan de l'épée. Il répond au nom de Cheon Kyung-woon. Le troisième fait partie du clan des enfers. Il répond au nom de Cheon Mukkeom. Le quatrième fait partie du clan du poison. Il répond au nom de Cheon Jongsom. Le cinquième vient du clan de la lame. Il répond au nom de Cheon Yushan. Et enfin la sixième candidate, Cheon Wan Ryu, venant du clan du son. Elle est la seule femme candidate héritière cette fois-ci, et le numéro 7 attend, il ne le voit pas. Notre protagoniste remarque qu'il n'y a aucun insigne à son nom. Le distributeur lui informe qu'il n'arrive pas à trouver que son insigne. On dirait bien qu'il va devoir attendre jusqu'à ce qu'il en trouve un. Le garçon pense que ça doit être l'œuvre des 6 clans. Il comprend, dans ce cas, il va attendre. Les candidats ne veulent donc pas de lui dans leur rang. De toute façon, il n'y aura rien de bon à entrer en conflit avec eux dès le début. Ce sont les bâtards qui ont essayé de le tuer à chaque fois qu'il en avait l'occasion. Il est sûr qu'ils essaieront de le tuer sur le champ quand ils le verront. Il est quand même venu ici après avoir survécu à toutes les attaques de ces enfoirés. Il va devenir plus fort que n'importe qui dans cette académie démoniaque. Une fois à l'intérieur, le garçon remarque qu'il y a beaucoup de participants. À en juger par la situation, il ne pourra pas s'approcher au premier rang. Au milieu de la foule, un jeune homme remarque un insigne noir avec le numéro 7. Il demande à son ami si notre protagoniste est un candidat héritier qui ne vient pas des 6 clans. Son ami le confirme. Selon les rumeurs, on dit qu'il ne maîtrise aucun type d'arts martiaux. Alors pense-t-il qu'il va être le premier à échouer. Quant à notre protagoniste, il peut facilement deviner ce qu'ils sont en train de dire. Il ne va pas se laisser intimider, qu'il continue de se moquer de lui. Le gardien le remarque. Il pense que c'est amusant, dire qu'il se tient au fond, derrière tous les autres. C'est une façon originale d'attirer l'attention. Le son des cornes retentit. Ils étaient tous curieux à l'idée de voir le chef du culte. Le seigneur fait son entrée accompagné de son protecteur ainsi que le gardien de l'Est. Les yeux des participants étaient éblouis par la présence du seigneur. Le gardien de l'Est vacille aux côtés du gardien de l'Ouest. Son rival lui traite de foutu alcoolique. Quel genre de vêtements minables porte-t-il ? Le gardien de l'Est, surnommé l'âme folle, de son vrai nom, Seob Meng, lui demande qu'est-ce qu'il regarde comme ça. Il lui traite d'enfoiré de rouquin. Le regard mortel du protecteur du Seigneur leur ont fait taire. Il leur demande de rester silencieux. Il est le protecteur du Seigneur, surnommé le Grand Gardien, de son vrai nom Maragiom. Quant au Seigneur, il déploie une petite quantité de son énergie, ce qui a pour effet d'exercer une pression énorme sur les participants. Il est l'un des 5 plus forts du Murim,
le chef du culte démoniaque, Sheon Yujong. Tout le monde parle de la puissance du Seigneur. Quant à notre protagoniste, il pense que cet homme est son père. Le grand gardien déploie sa puissance et leur demande de rester silencieux. Il s'incline et dit à son Altesse que tout est prêt. Ce dernier se lève et commence son discours tout en déployant sa puissance. Il leur dit qu'ils sont tous responsables du futur du culte. Il leur souhaite la bienvenue. Les participants qui viennent à peine de résister se demandent si c'est ce qu'on appelle le Nigong. On dirait qu'il ne fait que parler. Mais pour notre protagoniste, ses paroles retentissent avec clarté jusqu'au plus profond de son être. Le Seigneur leur demande de s'entraîner dans cet endroit et de devenir la puissance du culte. Le cœur des participants brûle de joie face à cette déclaration. Ils crient tout le nom du culte. Cependant, avant de se retirer, une personne attire son attention. Il fait un coup d'œil vers son fils, puis détourne son attention. Et dire que, pour la première fois qu'il le rencontre, il n'a vu que ses yeux froids. De toute façon, il ne s'attendait à rien. C'est l'homme qui ne s'est même pas montré quand sa mère était sur son lit de mort. Le gardien de l'Ouest s'adresse à eux, maintenant que le discours de bienvenue du chef est terminé. Mieux vaut commencer. Cependant, leurs attentions étaient un peu détournées, ce qui a pour effet de mettre en rogne le gardien. Il leur demande de se tenir droit. Il va faire simple, alors qu'ils l'écoutent attentivement. Il les informe que l'académie durera 4 ans et se déroulera en 6 étapes. Après chaque étape, ils auront un test. Ils n'auront qu'une seule chance de passer le test. La foule était furieuse. Ils se demandent tous s'ils n'auront qu'une seule chance et s'ils ne réussissent pas du premier coup. Ils vont alors être expulsés. Le gardien pense qu'ils l'ont compris. C'est normal que tous ceux qui ne réussissent pas le test seront expulsés sur le champ. Une personne lève la main pour poser une question. Cette dernière n'est d'autre que l'un des 6 candidats au trône. Le principal lui demande qu'il a permis de poser une question. Tout en le traitant de petit con, une insulte. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oh, est-ce que ça lui fait mal de l'appeler ainsi ? N'a-t-il pas entendu qu'au moment où il franchit les portes de l'académie, il perd tous les privilèges venant des 6 clans ? Veut-il se faire expulser avant même que la compétition commence ? Embarrassé par les moqueries de ses frères. Il répond au principal qu'il est désolé. Ce dernier reprend la conversation. Eh bien, il sait déjà ce qu'il va demander. Il pense peu. Être qu'ils n'auront pas beaucoup d'opportunités en n'ayant qu'une seule chance pour 6 étapes. Cependant, ceux qui réussissent les épreuves et continuent recevront 3 bénéfices spéciaux. Le premier bénéfice est le dent du dragon maléfique. Le dent est une médecine qui peut être ingérée. 2 participants se questionnent du premier bénéfice. S'ils parlent du dent du dragon maléfique, ça doit être la pilule médicinale qui permet à celui qui la consomme de gagner l'équivalent de 20 ans de Négong. Donc s'ils passent chaque étape et qu'ils reçoivent 6 de ces dents, ils obtiendront l'équivalent de 120 ans, ce qui est équivalent au niveau d'un grand expert. Mais son ami lui ramène à la réalité. Il est dit que plus on en prend, moins c'est efficace, et l'absorption complète devient difficile. Si c'était aussi bien, ils ne l'auraient pas donné si facilement, parce que les maîtres auront tout fait pour les garder pour eux, au sein de l'esprit de notre protagoniste. Il pense aux 6 étapes mentionnées plus tôt par le directeur. Pour le moment, il n'a aucun Négong. Mais, s'il parvient à passer le test, il pourra l'augmenter en un clin d'œil. Le directeur leur présente le second bénéfice, qui est l'accès aux livres secrets d'arts martiaux. S'ils ont tous pratiqué les arts martiaux, ils pensent qu'ils doivent savoir leur importance. La librairie de l'Académie démoniaque possède 5 étages. À chaque fois qu'ils passeront un test, ils auront accès à un étage. Selon les efforts qu'ils fourniront, ils pourront obtenir l'opportunité d'apprendre les secrets des 6 clans, ou même les secrets de divers manuels d'arts martiaux. L'un des participants était enthousiaste à l'idée d'apprendre la phénologie divine. Un autre pense qu'ils vont enfin devenir des vrais maîtres du Murim. Les autres étaient tous émerveillés face à ces paroles, au sein de l'esprit de notre protagoniste. Ils pensent que les manuels secrets d'arts martiaux lui sont plus importants pour survivre que le Négong. De toute façon, ils ne parviendront jamais au 5e étage. Mieux vaut ne pas se faire de faux espoirs. Lorsque le principal a énoncé ce fait, un silence rempli d'inquiétude s'est installé.
Le gardien de l'Est pense que le principal est le meilleur quand il s'agit de démoraliser les gens. C'est pourquoi il déteste tout ce qu'il fait. Le principal dit aux élèves que le troisième et dernier bénéfice est l'attribution qui leur sera faite d'un rang et d'une position qu'ils n'ont jamais eue. L'un des héritiers pense que c'est la raison pour laquelle ils n'ont aucun rang en tant que candidat au trône. On lui a dit que tout change une fois à l'intérieur de l'académie. À partir de maintenant, c'est la loi du plus fort. Le principal leur informe qu'à chaque fois qu'ils franchissent une étape, ils obtiendront un rang. Guerrier de bas niveau pour l'étape 1, guerrier de niveau intermédiaire pour l'étape 2, guerrier de haut niveau pour l'étape 3, chef d'équipe pour l'étape 4 et chef de clan pour l'étape 5. Pour la 6e étape, ça n'a aucune importance pour eux. De toute façon, la plupart d'entre eux ne parviendront jamais à dépasser 3 étapes. C'est pas grave pour les combattants normaux. Mais, si les descendants des prestigieux clans d'arts martiaux restent bloqués en tant que guerriers de haut, moyen ou bas niveau, ce serait une honte. Est-ce qu'ils ne le pensent pas? Au sein de l'esprit du gardien de l'Est, il se demande si on peut qualifier ça de test, c'est quasiment impossible. Il n'y a même pas 10 personnes qui ont réussi dans toute l'histoire de l'académie qui existe depuis des siècles. Le principal leur informe également que leurs rangs seront reconnus dans l'académie, s'ils parviendront à atteindre des niveaux supérieurs. Bien qu'ils vont commencer au même rang de cadets, ils auront plus tard des rangs différents, au sein de l'esprit de notre protagoniste. Il pense que survivre était sa principale préoccupation. À présent, gravir les échelons est la meilleure option pour survivre. Le principal a terminé avec les explications, à partir de maintenant. Ils vont commencer la première épreuve pour leur assigner un dortoir et former des groupes. Cet énoncé a choqué le garçon. Quant aux participants, ils pensent qu'ils ont peu être malentendus. Ils se plaignent entre eux en disant que c'est trop injuste. Comment peuvent-ils leur faire passer la première épreuve si tôt? Ils pensent qu'ils doivent apprendre quelque chose tout d'abord. Mais la voix du principal leur demande de faire silence, ce qui les retiennent aussitôt de leur bavardage. Comme il l'a dit, ceux qui échoueront à ce test seront expulsés de l'académie. Ils n'auront même pas le droit d'être qualifiés de guerriers de bas niveau. Il leur crie que la première épreuve testera leurs compétences de base. Il leur faudra au moins un Negong basique afin de devenir un guerrier de leurs écoles. Ceux d'entre eux qui n'ont pas de Negong basique seront assignés à des districts d'agriculture, de commerce et de services, donc mieux vaut se préparer à mourir. Notre protagoniste était choqué par cette nouvelle. Mais le principal leur dit qu'ils ont tout de même besoin de gens pour faire le sale boulot. Ne pas faire trop d'efforts est important, à bon sens. Donc c'était pour ça que les maîtresses des 6 clans m'ont fait prendre serment de ne pas apprendre le Negong. S'il ne passe pas ce test, il fera partie de la classe la plus basse de l'académie. Si ça arrive, ils ne vont plus hésiter à le tuer. D'un sourire confiant, l'un des héritiers pense que c'est intéressant. Il ne sait pas qui en a eu l'idée, mais c'est vraiment pas mal. Grâce à ça, il n'aura pas à s'embêter pour le tuer de ses propres. Mais une personne attire aussitôt son attention. Cette dernière est la 5e aînée du culte. Elle est aussi la chef du clan du son. Son nom est Hang So-yu, alors qu'elle gravissait les escaliers accompagnée de ses servantes. Le directeur informe aux participants que c'est Madame Hang So-yu qui est chargée de la première épreuve. Elle est la chef du clan du son et la 5e aînée du culte démoniaque. En effet, ce test est du gâteau. S'il échoue ici, même le rang de bas niveau ne sera jamais à leur portée. Les participants se demandent pourquoi une personne aussi occupée viendrait ici. Ils couvrent immédiatement leurs oreilles, ce qui attise la curiosité de notre protagoniste. Le principal leur informe que la 5e aînée va jouer ses ondes d'énergie musicale, ils n'auront aucune chance. Mais puisque c'est un test, elle va les contrôler pour eux. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Avec un peu de chance, ils arriveront, être même à les supporter sans Negong. Notre garçon ne s'attendait pas à ça. Mais la 5e aînée informe aux participants qu'avec une faible quantité de Negong, ils pourront tenir 15 minutes. Ceux d'entre eux qui supporteront l'onde d'énergie pendant 15 minutes, sans s'évanouir, passeront la première épreuve. Que le test commence. Aussitôt que le signal est donné, elle commence à projeter ses ondes d'énergie sur tous les participants. Face à une telle pression, même le personnage principal a eu des difficultés. Les participants les plus faibles commencent à s'effondrer, tandis que les autres essaient de garder le rythme.
en analysant la situation. Le principal pense que tout se passe comme prévu. L'un des héritiers pense que ça lui picote juste les oreilles. Ils prennent des médicaments qui leur permettent de raffiner leurs os. Et ce, depuis leur plus jeune âge, ce qui leur ont permis d'accumuler beaucoup de négong. Ce bâtard sans négong doit déjà être en train de mordre la poussière. Mais l'intensité du son s'est accélérée aussitôt. Même les héritiers ont eu du mal à garder la cadence. Il y a quelque chose d'étrange. Les pincements des cordes semblent aller de plus en plus vite. Mais pourquoi n'est-il toujours pas à terre? Che-on Yue Woon. Notre protagoniste se demande ce qui se passe. Il a remarqué que la moitié des personnes ici sont déjà à terre. Est-ce qu'ils souffrent tous de blessures internes? Mais, alors pourquoi il va bien? Nano lui informe qu'elle a détecté de puissantes ondes à basse et hautes fréquences provenant de l'instrument. Il y avait une possibilité de blessure grave pour son corps. Le mode de défense d'urgence a été activé afin de les bloquer. Nano, tu as donc fait en sorte que je ne puisse pas entendre ces ondes sonores. C'est exact. Elle a temporairement arrêté la fonction de son corps permettant d'entendre les sons. Alors, comment a-t-il entendu sa voix? L'information est directement transmise dans son cerveau. C'est difficile d'être regardé ainsi. Il demande à Nano s'il peut bloquer ce regard intimidant. Elle demande au garçon s'il souhaite bloquer sa vision. Non, oublions ça. Le principal ressent une sorte d'impatience dans sa performance. Ce négong du son est maintenant bien plus puissant qu'au début. Ça doit être trop pour ceux ayant moins de 20 ans de négong. Comme attendu, il doit en être la raison. Il a entendu qu'il n'avait aucun négong. Mais ça devrait être de fausses rumeurs. Il est en train d'endurer sans broncher. C'est la première fois qu'il voit une épreuve aussi excitante depuis qu'il a reçu ce rôle. Alors, combien de temps ce garçon va-t-il réussir à tenir? Un participant informe à son ami que son oreille est en train de saigner. Mais ce dernier lui répond que c'est pareil pour lui. Il est difficile de tenir le coup avec 20 ans de négong. Il doit passer cette épreuve. La fierté du clan supérieur est en jeu. Mais pourquoi la 5e aînée joue-t-elle si intensément? Et aussi, son visage est totalement crispé. Il imagine qu'elle doit être en colère. Retournant sa tête par curiosité, il a attiré l'attention des autres héritiers. En se retournant, il remarque que notre protagoniste est resté debout pendant tout ce temps. On dirait que ce bâtard a déjà utilisé le négong. Après avoir insulté notre protagoniste en pensant qu'il cachait ses véritables compétences, ce dernier demande à Nano d'étudier l'expression du visage de ceux qui le regardent. Après avoir analysé leurs expressions faciales, leur visage exprime à la fois de l'aberration, de la surprise, de l'irritation et de la colère, comme il n'entend rien. Il ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il peut clairement sentir leur haine. Il est certain que leur fierté en a pris un coup après l'avoir vu résister pendant aussi longtemps, alors qu'il pensait qu'il ne possédait pas le négong. Si jamais il parvient à réussir la première épreuve aussi facilement, personne ne lui croira s'il leur dit qu'il n'a pas de ki en lui. Le garçon interpelle Nano. Il lui demande s'il peut lui infliger une blessure interne. Par blessure interne, elle lui demande s'il veut dire endommager ses organes. Le garçon le confirme. Nano lui répond que c'est possible. Mais elle lui déconseille de le faire délibérément. Il s'en fiche. Une fois l'épreuve terminée, elle doit lui infliger une blessure interne et lui faire cracher du sang. Elle se plie aussitôt à ses ordres et active de la mutilation interne forcée. La 5e aînée ne pouvait pas retenir sa colère. Comment un gamin qui a à peine 15 ans parvient-il encore à tenir debout alors que cela va bientôt faire 15 minutes? Elle ne va pas accepter que cela se termine de cette manière. Qu'il essaie de résister à cette prestation qui requiert la moitié de sa puissance, le principal a remarqué la gravité de la dangerosité imposée par cette irritation. Même les enfants des prestigieux clans ne peuvent pas surmonter une telle onde d'énergie. Il intervient au moment critique et demande à la 5e aînée d'arrêter. Si elle continue ainsi, tout le monde pourrait être expulsé. Les mots du principal l'amènent à la raison, et elle commence à réduire les ondes d'énergie. Tout le monde était soulagé que c'en est enfin terminé. Pourtant, notre protagoniste resta impassible derrière la foule, se relevant avec difficulté. Un participant pense que c'est enfin terminé. Tout en étant saoul, le gardien de l'Est pense que si elle avait continué à jouer encore un peu plus longtemps, tout le monde aurait échoué
dès la première épreuve. Il pense que c'est un comportement indigne d'une personne qui se dit être la 5e aînée, mince. Qu'est-ce qu'il a pris? Et dire qu'elle a utilisé la moitié de sa puissance parce qu'elle a laissé sa colère l'envahir. Tout ça, c'est de la faute de ce morveux qui a maîtrisé le Negong en violant son serment envers les 6 clans. C'est à cause de Cheon Yo-woon. Quant à notre protagoniste, il resta nonchalant, avant de commencer par vomir du sang, ce qui a pour effet de choquer le principal, ainsi que la 5e aînée. L'un des héritiers se retourne, et se demande ce qui a bien pu l'arriver tout à coup. Les participants commencent à se demander pourquoi le garçon crache-t-il autant de sang? Est-ce qu'il va mourir? Le garçon interpelle Nano. Elle lui informe que le programme qu'il a ordonné a été activé et l'a provoqué un rejet de sang en endommageant 30% des organes internes. Le garçon lui traite de malade. Il a bien cru qu'il allait mourir. Mais bizarrement, il se met à vomir plus de sang. Le principal se précipite pour l'aider. Si le garçon meurt en plein test, il en sera tenu responsable. Même s'il ne fait pas partie des 6 clans, il ne peut tout de même pas laisser mourir un membre de la lignée royale. Il interpelle le garçon en lui demandant s'il va bien. Nano lui informe que des vertiges ont été provoqués par la perte de 7% du sang dans son corps. Cela va déclencher le mode d'autorégénération des blessures et de l'hémorragie interne. Le garçon demande à Nano de ne pas encore le faire. Le principal ne comprend pas quel genre d'idiot il est. Il aurait simplement dû abandonner. Nano interpelle son maître et l'informe que son corps est dans un état critique. Le garçon lui demande d'attendre encore un peu. Au sein de l'esprit du principal, il se demande quelle pourrait être la quantité de Negong pour qu'il ait pu tenir aussi longtemps. Mais ce qu'il a vu l'a choqué. Il ne ressent aucun qui dans le corps du garçon. Il est fou. Il est complètement malade. Il ne s'attendait pas à grand-chose au vu de toutes les rumeurs qui courent à son propos. Mais il ne pensait pas qu'il réussirait la première épreuve uniquement grâce à sa détermination. Le principal lève la main, et 2 personnes se précipitent aussitôt en disant Mado. Il leur demande d'emmener le garçon à l'infirmerie. Ce qu'il a acquiescèrent en répondant Mado, pendant qu'il transporte le garçon. Ce dernier demande à Nano de le soigner aussi vite que possible, au sein de l'esprit de la 5e aînée. Il se demande qui aurait pu croire que le garçon avait subi des blessures internes aussi graves alors qu'il endurait ses ondes d'énergie comme si de rien n'était. Lorsque le principal est revenu, il dit à la 5e aînée qu'elle est allée trop loin. Cette dernière lui demande de quoi il parle. Elle a failli le tuer. La femme demande au principal si cet enfant a une faible quantité de Negong. Il n'en a pas du tout. Ce qui l'a choqué. Il a essayé de le stimuler en lui déversant légèrement son énergie. Mais il n'a pas pu ressentir aucun ki. Il a respecté son serment. En se levant, elle crie que c'est impossible. Comment aurait-il pu résister à ces ondes sans aucune énergie interne? S'il n'en avait pas vraiment. Il aurait dû s'évanouir comme tous ses enfants. Le principal lui répond qu'il a subi de graves blessures internes. Le garçon a résisté par sa simple volonté. Pardon. Est-ce qu'il dit que le garçon a résisté par sa simple volonté? Le principal lui répond que sa détermination est tout bonnement effrayante. Au sein de son esprit, il aurait aimé le prendre sous son aile s'il n'avait pas été un enfant illégitime. Mais contrarié, les 6 clans ne lui apporteraient rien de bon. Buvant un peu d'alcool, le gardien de l'Est se met à sourire, par sa seule volonté. Comme c'est intéressant, le principal lui dit que ça ne le regarde pas. Il peut se saouler ailleurs. Il n'a pas besoin qu'il le lui dise. Dans tous les cas, il comptait partir. Il traite le principal de sale roux. Mais ce dernier lui demande de dégager en le traitant de sale ivrogne. Le gardien de l'Est n'apprécie pas le fait qu'il parle beaucoup pour quelqu'un qui aurait crevé si le grand gardien n'avait pas été là. Et lui, il n'arrête pas d'ouvrir sa gueule alors qu'elle pue l'alcool. Au contraire, s'il n'avait pas été là, c'est lui qui serait mort ce jour-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Les 2 gardiens libèrent une partie de leur énergie. Les participants ne pouvaient s'empêcher de contempler l'incroyable aura meurtrière qui les entoure. Malgré la pression ressentie, l'un des héritiers se demande si c'est donc ça, les gardiens de l'Ouest et de l'Est. Une pierre sous l'influence de l'énergie s'est arrêtée aussitôt que la pression est relâchée. Le gardien de l'Est se retourne et dit de laisser tomber. Il s'en va espèce de gonzesse.
Ce dernier ne fait que regarder son frère d'armes partir, alors qu'il passe à côté des participants. Il marmonne que de nos jours, les enfants manquent cruellement de persévérance, et dire qu'ils se retrouvent allongés au sol à cause d'une simple onde d'énergie, comparée à eux. Seon Yo-woon. Ce gamin lui plaît plutôt bien. Après que la première épreuve soit terminée, dans l'infirmerie du 2e étage du bâtiment principal de l'Académie démoniaque. Un médecin de l'Académie, qui répond au nom de Big Jong-myung, a entendu quelqu'un l'appeler à propos d'un patient. Il se précipite pour ouvrir la porte. Le docteur n'arrive pas à y croire. C'est vraiment un patient. Tout en pleurant de joie, il ne s'attendait pas à recevoir un patient dès le premier jour de son affectation. L'Académie démoniaque est vraiment la meilleure. L'un des hommes ne comprend pas. Qu'est-ce qui a bien pu l'arriver ? Il a entendu dire qu'il était le disciple du célèbre Big Jong-woo, mais il a comme impression que la médecine lui a fait perdre la tête. Le docteur leur dit que ce n'est pas l'heure de rêvasser. Ils doivent rentrer d'abord. Une fois à l'intérieur, ils ont installé le garçon sur un lit. Le docteur se demande quel genre d'épreuve était-ce pour qu'il finisse dans cet état. Il demande aux hommes si le garçon s'est fait poignarder. L'un d'eux lui répond par la négation et lui dit que ses blessures sont internes. Il était choqué d'entendre que c'est à cause d'une blessure interne qu'il est dans cet état, comme il ne possède pas de Negong. Le gardien de l'Ouest lui ordonne de prendre particulièrement soin de lui, car il ne pourra pas le soigner par transfert de ki au sein de l'esprit du docteur. Il pense qu'il a pu rencontrer de nombreux cas durant ces 10 années passées aux côtés de son maître. Mais c'est la première fois qu'il voit un patient cracher autant de sang à cause de blessures internes. L'un des hommes l'interpelle, puisqu'ils l'ont emmené à l'infirmerie. Ils vont le laisser. Le docteur répond que c'est très bien, avant de sortir. L'un d'eux jeta un regard à notre protagoniste, mais son attention est détournée par la voix de son ami. Il lui demande pourquoi il traîne alors qu'ils ont tant à faire. Il demande de le pardonner. En y repensant, ce gamin, il a l'impression qu'il a repris des couleurs par rapport à tout à l'heure. C'est peu être son imagination, une fois seul avec le patient. Il commence par l'examiner. Le garçon commence à ouvrir les yeux. Il les referme aussitôt. Il avait oublié qu'il est à l'infirmerie. Il a failli se rétablir complètement. C'est encore douloureux. Mais il va essayer de tenir jusqu'à ce qu'il ait fini de prendre son pouls. Effectivement, son pouls est rapide et irrégulier. Ses organes doivent être dans un sale état. Mais c'est tout de même étrange. Même en se mordant la langue, on ne saigne pas autant. Il se retourne et pense qu'il va commencer par l'acupuncture. Mais une explosion le fait sursauter. Il se retourne pour voir qui l'a fait peur. Ce dernier surpris remarque que c'est le gardien de l'Est. Ce dernier lui demande que fait-il ici. N'est-ce pas lui qui suivait partout le professeur de génie comme un esclave et dire qu'il est devenu médecin de l'Académie démoniaque. Il pense qu'il a fait du bon travail. Le docteur remarque qu'il n'a pas changé. Il a toujours ce même ton agaçant. Il lui demande pour quelle raison est-il venu à l'infirmerie. Il ne pense pas qu'il pourrait être blessé quelque part avec un talent tel que le sien. Oh, oh. Il a l'impression que ça lui pose un problème qu'il soit là, paniqué. Le docteur lui répond par la négation. Il le prie de prendre tout le temps nécessaire pour se reposer. Il se retourne et pense qu'il n'arrivera jamais à le comprendre. Cependant, l'attention de ce dernier était dirigée vers le garçon endormi. Mais qui, voilà, quel gamin intéressant, au sein de l'esprit du garçon. Il ne s'attendait pas à le voir ici. Qu'est-ce qu'il est venu faire à l'infirmerie ? Aurait-il deviné qu'il faisait semblant d'être blessé ? L'homme s'approche du garçon. Ce dernier remarque qu'il pue l'alcool. En s'approchant de plus près, il demande au garçon pourquoi fait-il semblant de dormir. D'un simple geste de la main, il le relève avec son énergie. Le docteur était impressionné de voir cette scène. Il l'a relevé sans même le toucher. C'est donc ça la puissance du gardien de l'Est de l'Académie démoniaque. Au sein de l'esprit du garçon, il se demande s'il l'a redressé en utilisant son Negong. Il n'est même pas capable de bouger le petit doigt. C'est comme si son corps était paralysé. Le gardien de l'Est lui informe qu'il va lui en mettre une en pleine face s'il continue à faire semblant de dormir. Le garçon, remarquant qu'il s'est fait prendre, n'a pas d'autre choix que d'ouvrir les yeux. Il demande au gardien comment il l'a su.
Mais ce dernier ne fait que rigoler en voyant ce morveux, comme il est intéressant. Il parvient à garder son calme et ne ressent aucune peur alors qu'il fait face à un gardien. Ah, 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 n'importe quel maître d'arts martiaux expérimenté serait capable de deviner s'il dort ou non, rien qu'en écoutant sa respiration. Le garçon est surpris de l'entendre. Nano l'informe que la fréquence respiratoire d'un homme entre 15 et 20 ans est en moyenne de 12 à 20 respirations par minute. Cependant, le sien était seulement de 8 par minute tout à l'heure, ce qui n'était absolument pas naturel. Il n'a pas besoin qu'elle le donne toutes ces informations inutiles. Le gardien pense que les gamins de nos jours n'ont que de la gueule, et aucun n'a su répondre à ses attentes. Mais il a été plutôt pas mal, au sein de l'esprit du garçon. Il se demande s'il n'est pas venu parce qu'il s'est rendu compte de sa supercherie durant l'épreuve. Le gardien reprend la conversation. Les mômes de nos jours n'ont aucune persévérance. Ils choisissent toujours la solution la plus simple lorsque les choses deviennent un peu plus compliquées, au sein de son esprit. Le garçon pense qu'il n'est pas si différent. Ce que le gardien essaie de lui dire, c'est qu'il possède en lui cette volonté. Le docteur interpelle le gardien, au vu de ses blessures. Il pense qu'il serait préférable de le soigner en premier. Ce dernier répond au docteur qu'on ne doit pas interrompre un adulte lorsqu'il est en train de parler. Mais le garçon en question n'a fait que cracher encore du sang, ce qui a immédiatement mis fin à cette dispute en y repensant. C'est vrai que son visage est tout pâle. Le gardien a aussitôt dissipé sa technique et le garçon est tombé sur le lit, même si ça lui fait mal. Le gardien va être direct avec lui. Il lui dit avec joie qu'il l'accepte comme disciple. Le docteur, ainsi que notre protagoniste, étaient choqués par cette déclaration soudaine. Le gardien resta impassible tout en buvant son alcool. Le garçon lui demande ce qu'il veut dire par là. Comment ça ? Il est en train de lui dire que lui, le gardien de l'Est, accepte de le prendre comme disciple. Il demande au gardien s'il sait qui il est. Ce dernier lui répond que tout le monde le connaît. Le garçon reprend la conversation. S'il le prend comme disciple, les 6 clans risquent de ne pas l'apprécier. Qu'il est drôle, que croit-il qu'il puisse le faire ? Et puis, de toute façon, avec ou sans lui, ils sont déjà en compétition les uns contre les autres. Au sein de son esprit, il pense que c'est une occasion en or. Mais, et si c'était un piège ? Quant au docteur, il se demande si c'est bien lui, le 7e prince dont toutes les rumeurs parlent. Comme il s'agit d'un combat entre les représentants de chaque clan, il doute qu'il manigancerait quelque chose. Mais, de là à lui faire perdre autant de sang, ils sont allés trop loin. Le garçon dit au gardien qu'il l'a pris par surprise. Il ne sait pas quoi lui répondre. En plus de ça, devenir son disciple alors qu'il vient tout juste d'intégrer l'académie démoniaque lui semble. Le gardien en colère l'interpelle avant de terminer sa phrase. Les gens pourraient croire qu'il le supplie de devenir son disciple. Tout en buvant son alcool, il remarque que le garçon est plutôt du genre méfiant, vu la vie qu'il a dû mener jusqu'à présent. Il imagine que c'est normal. Il répond au garçon que c'est très bien. Il va lui proposer quelque chose que même les personnes méfiantes comme lui ne pourront jamais refuser. Il retire quelque chose caché à l'intérieur de ses vêtements et la plaque à côté du garçon. Ce dernier lui demande ce que c'est. Le gardien lui dit que c'est la chose dont il a le plus besoin pour survivre dans cette académie démoniaque. N'est-il pas inquiet de prendre du retard sur les autres alors qu'il se retrouve cloué à l'infirmerie dès son arrivée à l'académie ? Sa volonté la peut, être permis de réussir la première épreuve, mais pense-t-il vraiment pouvoir passer la deuxième sans aucun égong ? Après avoir donné la technique à notre protagoniste, il lui informe que toute personne qui souhaite devenir un maître d'arts martiaux se doit d'avoir une longueur d'avance sur les autres. A-t-il l'intention de rester à l'infirmerie pendant les 2 premières semaines et prendre du retard dès le début, pendant qu'il reste ici ? Les autres auront encore plus progressé. Le garçon pense qu'il a raison. Mais s'il veut éviter qu'on le soupçonne, il vaut mieux qu'il passe quelques jours ici. En observant le garçon, il a remarqué sa détermination et sourit légèrement. Sait-il pourquoi le roux l'a envoyé dans cet endroit ? Le roux serait-il en train de parler du gardien de l'Ouest ? Le garçon suppose que c'est parce qu'il souffre de blessures internes. Le gardien de l'Est
lui répond qu'il est normal de l'envoyer à l'infirmerie s'il est blessé. Mais ne trouve-t-il pas cela étrange ? D'autres gamins souffrent aussi de blessures internes. Donc, dans ce cas, pourquoi ne les a-t-il pas envoyés ici ? Un maître en arts martiaux digne de ce nom est capable de soigner ses blessures internes grâce à la méditation. Le docteur hocha la tête pour le confirmer, même si bien évidemment, le rétablissement reste plus rapide lorsqu'on consulte un médecin ou qu'on prend des médicaments. Le garçon lui demande ce qu'il veut dire par là. Ah oui, comme les autres gamins sont capables de se soigner eux-mêmes. Cela ne vaut pas la peine de les envoyer à l'infirmerie pour de simples blessures internes. Le garçon pense que c'est la raison pour laquelle il a été le seul à être envoyé ici, car il est incapable de se soigner lui-même avec son ki au sein de l'esprit du gardien de l'Est. Il pense qu'il l'a presque convaincu. Et maintenant, le coup de grâce. Il dit au garçon qu'il n'est même pas capable de se soigner seul. Pense-t-il que ses organes se rétabliront en si peu de temps, au sein de l'esprit du garçon ? Il pense que c'est faisable grâce à Nano. Mais il a raison. S'il veut réussir la prochaine épreuve, l'énergie interne sera nécessaire. Mais un détail traversa son esprit. Il dit au gardien qu'il a entendu dire que ceux qui ont réussi la première épreuve recevront en prime un dent du dragon maléfique et un accès au premier étage de la bibliothèque de l'Académie démoniaque. Le gardien se met à rire bruyamment. Il voit que le roux a oublié de donner le détail le plus important. Le garçon ne s'attendait pas à ça. La bibliothèque de l'Académie démoniaque n'est pas un endroit où l'on peut se rendre quand on en a envie. Il peut y entrer une fois à chaque fois qu'il réussit une épreuve. Le garçon était choqué. Il ne s'attendait pas à ça. Croyait-il réellement qu'il pourrait entrer librement dans une bibliothèque aussi sacrée ? Il s'agit d'un endroit extrêmement bien gardé. Le garçon resta silencieux, tandis que le gardien buvait son alcool. Il informe au garçon qu'il n'est autorisé à rester que 2 heures au premier étage. Le garçon ne s'attendait pas à ce qu'il y ait aussi une limite de temps. Le gardien lui dit que plus il monte les étages, plus le temps augmente. D'ailleurs, il est absolument interdit de prendre des notes dans la bibliothèque. Il doit simplement tout mémoriser. S'il parvient à retenir ne serait-ce que 2 livres, c'est déjà beaucoup, au sein de son esprit. Il pense que c'est un avantage considérable qu'il a par rapport aux autres. Avec les capacités de Nano, ce n'est pas 2 livres, mais facilement 100 qu'il pourra scanner en 2 heures. Donc un gamin qui ne possède même pas de Negong comme lui ne pourra jamais surmonter les 4 années de l'Académie démoniaque en ne comptant que sur sa volonté. Est-il en train de dire qu'il est différent des autres ? Ça ne m'étonne pas. La plupart d'entre eux ont déjà dû maîtriser les arts martiaux de leur clan avant d'intégrer l'Académie démoniaque, alors que lui, il ne possède aucun Negong et aucun talent. S'il veut pouvoir survivre face à la menace des 6 clans, devrait-il accepter de devenir le disciple du gardien de l'Est ? Il interpelle le gardien, le papier qu'il a déposé à côté de lui. Ne serait-ce pas une méthode de respiration du Negong, d'un sourire ? Le gardien de l'Est lui répond qu'il n'est pas si bête que ça en fin de compte. C'est bien cela. Il s'agit d'une technique de respiration du Negong. S'il accepte de devenir son disciple, il commencera immédiatement à l'enseigner cette technique. Le garçon serre son poing. Il ne sait pas s'il désire réellement lui prendre comme disciple. Mais pour l'instant, il doit faire en sorte d'avoir des alliés à ses côtés, et surtout, utiliser cette occasion pour maîtriser la méthode de respiration du Negong qu'il n'a jamais pu apprendre à cause du serment avec les 6 clans, alors qu'il regarde le garçon. Ce dernier se prosterne aussitôt. Lui, Shoon Yo-woon, accepte de servir le gardien de l'Est comme son maître. Veuillez l'accepter en tant que disciple. Le gardien esquissa un sourire. Le garçon lui dit que le disciple est censé s'incliner 2 fois devant son maître. Ce dernier lui répond que ça suffit, et utilise son énergie pour le relever. Il lui dit que les membres de la famille Cheon ne doivent s'incliner devant personne d'autre que le chef. Son disciple doit se reposer aujourd'hui, donc il doit essayer de comprendre comment la méthode de respiration du Negong fonctionne. Il interpelle le morveux qui est à ses côtés. Il lui demande de bien prendre soin de son disciple en lui frappant l'épaule gauche. Le docteur remarque que ça fait mal. Il ne sait pas pourquoi il est aussi heureux, mais il est parti avec le sourire. Il demande au garçon s'il va bien. Ce dernier le confirme. Il a l'impression qu'une tempête vient tout juste de passer.
Le docteur pense que le gardien l'apprécie énormément. Il le félicite d'être devenu le disciple de cet ivrogne. Non. Il veut dire du gardien de l'Est. Notre protagoniste lui remercie, en l'examinant. Il remarque que son visage est tout pâle, et il doit avoir du mal à bouger à cause de ses blessures internes. Mais il a dû s'incliner malgré tout. Sa fréquence cardiaque est anormale. Il va vite aller chercher ses aiguilles, donc il doit patienter encore un peu, même si c'est douloureux. Le garçon acquiesça. Une fois seul, le garçon pense qu'il n'arrête pas de faire des rencontres incroyables. D'abord Nano, puis le gardien de l'Est, Mère, garde Jang. Au milieu de ses ennemis présents à l'académie, pour la première fois quelqu'un est de son côté dans le terrain d'entraînement de l'académie démoniaque. Les participants blessés se soignent grâce à leurs énergies internes, tandis que les héritiers des prestigieux clans se tiennent debout. Un homme s'adresse au principal pour lui donner les résultats de la première épreuve. En comptant l'élève numéro 7 qui a été transféré à l'infirmerie, 415 personnes ont réussi la première épreuve. Cet homme est le doyen des instructeurs en arts martiaux de l'académie démoniaque. Il s'appelle Ho-Jin Chang. Le principal a remarqué que c'est 200 de moins qu'il y a 10 ans, comme il le pensait. Les ondes d'énergie de l'aîné Hang étaient trop puissantes. Ceux qui ont échoué trouveront sûrement cela injuste. L'un des participants crie qu'il ne s'était pas évanoui. Comment peuvent-ils l'exclure uniquement parce qu'il a bavé ? C'est vraiment injuste. L'un des instructeurs lui demande s'il refuse de l'accepter. Le garçon rétorqua. Serait-il capable de passer le reste de sa vie à travailler dans les services ou dans l'agriculture ? Comment peut-il leur demander de vivre alors qu'ils ne seront même pas considérés comme des maîtres d'arts martiaux ? L'instructeur voit très bien qu'il n'arrive pas à accepter les résultats. Dans ce cas, il ne lui laisse pas le choix. Il demande aux autres instructeurs d'expulser tous ceux qui s'opposent à la décision hors de l'académie démoniaque. Il s'exécute en répondant Mado. Les participants se font aussitôt neutraliser facilement. Un homme dit que les instructeurs d'arts martiaux sont tous extrêmement compétents. Ce ne sont pas des adversaires que ceux qui ont été éliminés peuvent espérer vaincre. Voilà ce qui arrive quand on est un peu trop arrogant. Le principal pense qu'il est normal qu'il trouve ça injuste, puisque la difficulté de la première épreuve a été augmentée à cause de l'élève numéro 7. Malheureusement, ils n'ont pas eu de chance, mais c'est également leur destin. L'instructeur fait remarquer au principal qu'un bon nombre d'élèves paraissent prometteurs parmi ceux qui ont réussi l'épreuve. Le principal lui demande s'il le pense aussi. La plupart d'entre eux ont subi des blessures internes et sont en train de se soigner. Mais les héritiers des 6 clans, ainsi que les 8 élèves des clans supérieurs, ont l'air d'avoir résisté sans trop de difficultés. Même si les candidats au titre de chef du culte sont à un tout autre niveau. S'ils ont été capables de résister aux ondes d'énergie de la doyenne Hang alors qu'elle avait déployé plus de la moitié de sa puissance, cela signifie qu'ils ont été capables de rassembler une quantité de Negong supérieure à 60 ans. Ils ont déjà dépassé le niveau de la plupart des maîtres en arts martiaux, au premier rang. On a Cheon Mu-yun du clan des ténèbres, tandis qu'au 5e rang, on a Cheon Yu-change du clan de la lame. Le principal remarque que ces deux-là n'ont pas réagi une seule seconde aux ondes d'énergie. Certaines rumeurs disaient que la véritable compétition se ferait entre le clan des ténèbres et le clan de la lame d'un sourire. Ils pensent que ça va être plus intéressant qu'ils ne le pensaient.